On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Est-ce qu'elle a une particularité, cette douleur, dans la maladie du cancer? Oui, elle en a un certain nombre, de part déjà du contexte dans lequel elle apparaît, et ça peut être un élément qui est relativement anxiogène, qui est quelquefois plus difficile à traiter, mais encore faut-il s'en préoccuper. Alors, oui, je pense que vous m'entendez bien. La douleur dans la maladie cancéreuse, elle peut être à la fois en rapport avec la maladie, mais elle peut être aussi en rapport avec les différents traitements qui sont appliqués. Je veux dire par là la chirurgie, ça peut être la radiothérapie, ça peut être la chimiothérapie. On verra tout à l'heure qu'on peut faire, qu'on peut réaliser des traitements spécifiques justement selon les différents types de douleurs. Alors, l'intérêt en France et au niveau mondial d'avoir fait de la recherche sur les types de douleurs, c'est intéressant parce que maintenant, on a plutôt tendance à traiter la douleur selon son mécanisme. Et on retient en gros deux grands types de mécanismes. D'une part, la douleur qui est en rapport avec la destruction d'un organe, l'organe qui est atteint par la tumeur, et les douleurs qui sont en rapport avec l'atteinte du système nerveux, je veux dire par là les racines nerveuses, les nerfs, tout ce qui correspond finalement à la transmission de la sensibilité. Alors, dans la douleur par atteinte de l'organe, le premier type de douleur, les traitements sont assez stéréotypés, je vais dire, et nous allons utiliser ce que l'on appelait avant les 3 niveaux de médicaments, qui étaient le paracétamol pour le premier niveau, des opioïdes faibles, donc des opioïdes faibles pour le deuxième niveau, et puis des morphiniques pour le troisième niveau. Donc morphinique, on appelle volontiers maintenant opioïde, puisqu'il n'y a pas que de la morphine, il y a aussi de l'oxycodone, de la sofidone, de la méthadone, du fentanyl. Donc en fait, vous voyez que ce premier type de douleur par destruction d'organes, le traitement qui est médicamenteux est assez stéréotypé, et on fait volontiers une association entre du paracétamol et puis des opioïdes forts. Le deuxième type de douleur dans la maladie cancéreuse, mais il n'y a pas que dans la maladie cancéreuse, mais particulièrement, c'est l'atteinte du système nerveux, c'est-à-dire l'atteinte des racines nerveuses qui partent de la moelle épinière, de la colonne vertébrale, et puis qui vont se distribuer sous la forme de nerfs dans le thorax, dans l'abdomen, et puis dans les membres. Et donc, ce type de douleur est bien particulier parce qu'il correspond en fait à un dysfonctionnement de notre système d'alerte. En fait, le système nerveux sert à dire, par exemple, au niveau de votre main, si elle est posée sur la plaque chauffante de la cuisine ou pas. Et c'est en fait le système nerveux qui vous prévient et qui vous dit enlève vite ta main de la plaque chauffante parce que ça brûle et ça va détruire ta main. Donc, en fait, le système nerveux, c'est un système de protection de l'individu. Eh bien, dans certaines maladies, et notamment dans le cancer, il peut y avoir une atteinte de ce système de protection de l'individu qui se met à fonctionner de façon complètement anormale et finalement, il va transmettre des impressions de brûlure, de décharge électrique, de picotement, de fourmillement, de coups de couteau qui sont en rapport justement avec l'atteinte du système nerveux. Et c'est quelque chose que l'on retrouve, ce type de douleur, on le retrouve très souvent dans ce que l'on appelle les douleurs neuropathiques post-chirurgicales, après une chirurgie, quelle qu'elle soit. On le retrouve aussi quelquefois après la radiothérapie. Et puis on le retrouve au niveau des extrémités, les mains et les pieds, souvent après les chimiothérapies. Donc en fait, c'est ce type de douleur que l'on appelle donc neuropathique, en rapport avec la destruction du système nerveux. Il est important parce que c'est quelque chose qui a fait l'objet de découvertes récentes, alors je vais dire d'ici les 15 dernières années, hein, mais on ne faisait pas allusion à ce type de douleur il y a par exemple 20 ou 30 ans. On utilisait exclusivement la destruction d'organes et le paracétamol et les morphiniques. Aujourd'hui, on rajoute des traitements de la douleur neuropathique. Et puis,
dans la maladie cancéreuse, vous pensez qu'il peut y avoir bien évidemment destruction d'organes et atteinte aussi du système nerveux de façon concomitante. Et donc, dans ces cas-là, on va appeler cela des douleurs de type mixte, puisqu'il y a une atteinte de l'un et de l'autre. Et donc, on sera amené à utiliser des traitements de l'un et de l'autre, d'où l'intérêt d'association de familles médicamenteuses. Et puis, à côté de ces deux types de douleurs et de l'atteinte mixte, il y a aussi une aggravation qui peut apparaître quand le tableau clinique s'accompagne d'anxiété, de dépression, de tristesse, puisque au niveau du cerveau, les centres qui commandent ce type d'humeur va être atteint. Et dans ces cas-là, si quelqu'un est anxio-dépressif et qu'il a une maladie cancéreuse, ce sera d'autant plus important en termes de ressenti douloureux. Alors, après avoir vu ce type de douleur, quels sont les types de traitements qu'on peut envisager? Alors, les types de traitements, il y en a un certain nombre et ils apparaissent surtout sous la forme, pour ce qui est des médicaments, pour ce qui est des traitements entre guillemets chimiques, on va dire chimiques. Eh bien, pour ce type de traitement, il peut apparaître sous différentes formes selon que le médicament sera pris par une voie ou par une autre. Et je dirais qu'en gros, dans la maladie cancéreuse, il y a 4 types de traitements antalgiques, donc contre la douleur, antalgiques, 4 types de traitements selon qu'ils sont pris par la bouche, donc des comprimés, en patch, donc en transdermique, troisièmement en intraveineux, donc par les veines avec une perfusion, et puis quatrièmement, ce qu'on appelle en intratécal, c'est-à-dire directement au niveau de la moelle épinière où se trouvent les récepteurs. On va les détailler chacun. Alors, il faut se dire que ces 4 types de voies par lesquelles les médicaments sont pris n'existaient pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'ai souvenir au début, pendant mes études médicales, j'étais infirmier de nuit dans une structure auprès de Nantes où on recevait effectivement des personnes hospitalisées pour le cancer. Et donc, on avait, je dirais, 2 formes, un comprimé et puis de la morphine en sirop. C'est tout ce qu'on avait. Puis on avait à cette époque-là du glyphanant, pour les plus anciens, ceux qui connaissent, la glaphénine, qui a été interdite depuis. Aujourd'hui, on a un nombre de formes phénoménales et on a un nombre de molécules aussi qui sont multipliées. Il n'y a pas que de la morphine, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a d'autres types d'opioïdes forts qui sont aussi forts que la morphine, voire plus forts. Quand on les prend par la bouche, quand vous prenez un comprimé de morphine par la bouche, eh bien, il va passer par l'estomac, ensuite il va être réabsorbé et traverser le foie. Et quand il traverse le foie, il perd à peu près la moitié de sa capacité à lutter contre la douleur. Par contre, il garde 100% de sa capacité à entraîner des effets secondaires. Une fois qu'il a traversé le foie, eh bien, il passe dans le système veineux, par le cœur, puis ensuite par les systèmes artériels. Il est distribué sur les récepteurs qui se trouvent dans la colonne vertébrale, récepteurs spécifiques donc à la morphine, entre autres. Et donc, il y a tout ce cheminement qui fait que quand on commence à augmenter les doses de médicaments, que ce soit le paracétamol ou surtout les morphiniques, la morphine et les autres morphiniques d'autres types, eh bien, on peut augmenter les effets secondaires, ce qui peut être un argument pour éventuellement arrêter le médicament et en choisir un autre. Donc ça, c'est quand on passe par la bouche. Quand on passe en patch, donc la deuxième façon de prendre le traitement, eh bien, quand on passe en patch, le produit qui est dans le patch va aller directement dans les petits vaisseaux sous la peau et aller directement dans le système veineux. Donc ça va un peu plus vite, il n'y a pas de passage au niveau du foie, il y a probablement moins d'effets secondaires et il y a aussi moins de perte d'effets antalgiques. Et puis ensuite, la distribution se fait de la même façon, le cœur, le système artériel et sur les récepteurs. Quand on passe par voie intraveineuse, ça va encore plus vite, c'est le troisième système. Eh bien, le médicament va directement dans le cœur, puis est distribué par le système artériel sur les récepteurs qui sont dans la colonne vertébrale. Et ça, c'est le troisième, donc ça va encore plus vite. C'est pour ça que quand un patient est hospitalisé et qu'il a mal, on utilise volontiers la voie veineuse de façon à aboutir très rapidement à une efficacité de l'antalgie. Et puis le dernier
la dernière façon de faire, c'est ce qu'on appelle donc la pompe à morphine implantée, où on met sous la peau une pompe avec un cathéter qui va directement dans la colonne vertébrale, comme une péridurale en fait. Et en fait, on va déposer directement le médicament sur le récepteur dans la colonne vertébrale. Donc en fait, on a 4 façons en gros de donner des traitements médicamenteux, et ces différentes façons sont le tributaire, si vous voulez, du contexte dans lequel on a besoin de l'utiliser et de la force antalgique qu'on a besoin de déployer. Alors, ces 4 types ce sont 4 types de médicaments, mais il faut se dire que dans le traitement de la douleur, du cancer, il n'y a pas que les médicaments. On peut utiliser aussi d'autres techniques, et notamment dans les douleurs que je vous disais tout à l'heure, neuropathiques, donc qui sont en rapport avec… Alors attendez, je pense qu'il faut que j'augmente mon micro. Je ne sais pas où je dois aller pour augmenter le micro. Microphone. Je vais peut-être parler plus près du micro, ce sera peut-être mieux. Vous me direz si c'est suffisant, je rapproche le micro de moi. Donc, à côté des médicaments, nous utilisons volontiers maintenant des systèmes de patch pour les douleurs neuropathiques. Et c'est très intéressant. Et c'est très intéressant aussi, ça intéresse beaucoup de personnes, puisqu'on sort des effets secondaires des médicaments. Et les médicaments représentent un gros problème quand même en termes d'effets secondaires. Et donc, ces patchs sont réalisés soit à domicile, soit dans le cadre de l'hôpital. Donc, c'est d'autres techniques qui sont intéressantes. Et même, je vous disais tout à l'heure que l'anxiodépression pouvait être un élément qui aggravait l'intensité de la douleur. Eh bien, on fait des techniques non médicamenteuses aussi, qui peuvent être utilisées comme l'hypnose, la sophrologie, la relaxation, et qui sont des éléments à ne pas négliger du tout, parce que quand on les utilise, eh bien, on renforce souvent l'effet de certains médicaments. Alors, à côté des médicaments que je viens de vous citer, qui sont essentiellement morphiniques et paracétamol, on utilise, et vous avez vu probablement utiliser, des médicaments de la famille des antidépresseurs et de la famille des antiépileptiques. Eh bien oui, parce que ces deux familles de médicaments ont une action propre sur les douleurs neuropathiques, donc sur les douleurs par atteinte du système nerveux, que ce soit les racines ou les nerfs. Donc, j'ai balayé un petit peu un certain nombre de systèmes. Je voulais vous montrer, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'une pompe. Eh bien, ceci, c'est une pompe qu'on peut mettre sous la peau et qui, en fait, correspond à la technique de pompe à morphine implantée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh bien, je voulais vous parler du service, comment nous sommes organisés sur le département. Nous avons sur le département développé plusieurs sites de consultation. J'espère que vous voyez actuellement la carte que je vous ai mise à l'écran, et donc qui montre qu'on a essayé de se rapprocher de chacun dans le département en organisant une consultation sur chacun des sites entourés par un jaune continu. Et donc, ça nous permet de faire certains traitements sur place aussi, en hospitalisation de jour, et ça nous permet d'organiser des consultations sur ces différents sites. Voilà ce que je voulais vous montrer comme carte, et je voulais vous en montrer une autre qui correspond finalement aux différents types de consultants douleurs que nous avons actuellement. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est en bas, mais ça nous permet de voir un certain type de douleur dans le cancer, mais pas obligatoirement que dans la maladie cancéreuse. Et puis, le seul numéro de téléphone que nous donnons, notamment aux médecins traitants, médecins généralistes ou médecins hospitaliers, pour nous joindre. Alors, je vois que nous sommes à 18h18. Pour des raisons d'organisation et de disponibilité, j'avais demandé à pouvoir arrêter à 18h20. Encore 2 mots avant les questions, bien sûr. 2 mots qui sont importants quand même. Actuellement, et vous avez dû entendre parler de ça au niveau du gouvernement, a été développée et écrit la stratégie décennale de la prise en charge du cancer, qui a une note importante, justement,
sur l'intérêt de la prise en charge de la douleur dans le cancer et l'intérêt important aussi de la prise en charge de la qualité de vie, puisque c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'être capable d'apporter une qualité de vie, même dans les douleurs séquelaires du cancer en voie de rémission, parce qu'on s'aperçoit effectivement que les traitements sont de plus en plus efficaces, mais entraînent aussi de plus en plus de douleurs séquelaires. Voilà ce que je voulais vous dire de général sur à la fois les différents types de traitements et la prise en charge avec ce nouveau texte au niveau national, et puis l'organisation dans le département de Vendée. Vous pouvez avoir accès sur Internet, justement, sur le texte qui fait partie de la stratégie décennale 2021-2030. Vous regardez sur Internet en tapant stratégie décennale et vous trouverez les différents éléments qui prennent en compte ce qui sera décidé et appliqué dans les 10 années à venir. Voilà, je vous propose, Marine, de m'arrêter sur ma présentation et puis je vous laisse pour les questions. Alors, je ne vous entends pas. Oui, là, vous m'entendez normalement. Très bien. Est-ce que je peux vous demander juste d'arrêter votre partage d'écran? Pas de problème. Et on va commencer du coup les questions. Donc, on a une première question. Vous avez parlé un peu des techniques alternatives. Est-ce que, comme la sophrologie ou il y a aussi l'hypnose et d'autres, est-ce qu'elles sont prises en charge par la sécurité sociale? Alors, malheureusement, le ministère nous demande depuis quelques années et nous recommande de faire de plus en plus, d'utiliser de plus en plus les techniques non médicamenteuses. En fait, c'est depuis 2016, il y a eu un texte du ministère qui a recommandé deux choses. Il a recommandé à la fois de développer les techniques non médicamenteuses et de développer les techniques avec la pompe, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que les techniques non médicamenteuses ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Alors, c'est vrai qu'on peut, dans certains centres, initier ces traitements-là. L'intérêt, c'est d'apprendre, par exemple pour l'hypnose, c'est d'apprendre les techniques d'auto-hypnose en 2-3 séances. Et après, on peut appliquer et utiliser ces techniques-là soi-même à son domicile. La sophrologie, ça peut être fait aussi. Là aussi, il faut apprendre les techniques. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge. D'accord. Une autre question, est-ce que plus on a mal, plus ça signifie que le cancer est grave ou pas? Pas du tout. Pas du tout. La preuve en est, par exemple, pour des douleurs post-zosériennes, des douleurs du zona, qui peuvent arriver des années après le zona, et ce sont extrêmement désagréables, mais ça ne veut pas dire que la maladie en elle-même est réactive. Pour ce qui est du cancer, on peut avoir des douleurs neuropathiques que l'on appelle séquelaires, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a eu une chirurgie, il y a eu une chimiothérapie, il y a eu une chimiothérapie, et il peut y avoir des douleurs séquelaires importantes, par exemple quand il s'agit d'une chirurgie du thorax, et ce n'est pas pour ça que c'est la maladie qui se réveille ou qui réapparaît, pas du tout. C'est juste des séquelles de l'atteinte le plus souvent des nerfs par la chirurgie. Ok, merci. Je vous invite à poser vos questions sur je ne sais pas si vous avez vu comment faire, soit sur le chat, soit sur les questions-réponses, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Alors, on a une autre question. Sous tamoxifène, est-ce qu'il y a possible de traitement pour les douleurs articulaires? Alors, c'est vrai qu'il y a certains médicaments de chimiothérapie qui sont quelquefois générateurs de douleurs articulaires ou neuropathiques. Et en fait, il s'agit de prendre je dirais la symptomatologie à son juste niveau, de voir quelle est la physiopathologie, la façon dont ça arrive, et ensuite de traiter en rapport avec. Alors, le plus souvent, on fait des associations de familles médicamenteuses. Pour quelle raison? Parce que quand on fait un seul médicament, on est souvent amené à être obligé à augmenter les doses de façon importante et donc quelquefois les effets secondaires. Alors que quand on fait une association de 2 ou 3 familles,
on va être beaucoup plus actif en addition des effets de chacune des familles. Et comme on aura moins en dosage, eh bien, on aura moins d'effets secondaires. Donc oui, effectivement, on peut avoir un effet sur les douleurs articulaires. Il faut probablement envisager là aussi de revoir de voir le patient, de voir la façon dont il se plaint et de faire la proposition thérapeutique en rapport. Ok. Une autre question. Alors, pour les douleurs neuropathiques, quels sont les types de patchs qui peuvent être utilisés? Alors, pour les douleurs neuropathiques, il y en a deux. Il y en a un qui est utilisable en ville parce qu'il est prescrit, il peut être prescrit par tout médecin et distribué par la pharmacie. Donc, il s'agit d'un patch avec un anesthésique local et de la lidocaïne en l'occurrence. Et le deuxième est un patch uniquement hospitalier qui est appliqué uniquement dans les structures douleurs et qui est à base de capsaïcine. Alors, c'est un très vieux produit. Moi, j'ai souvenir, les premières fois que j'ai utilisé, c'était en 1987 à La Roche-sur-Yon. C'était à l'époque des préparations magistrales qui étaient très peu concentrées. On était concentré à 0,025. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir un petit flacon de crème, c'est un patch et qui est concentré à 8%. Donc, on passe de 0,025 à 8%. C'est très concentré. On a une question qui demande où trouver des centres ou des praticiens d'hypnose traitant la douleur près de chez soi. Est-ce que vous connaissez des plateformes qui recenseraient ce genre de choses ou... Alors, plateforme, non. En termes d'hypnose, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire, enfin, c'est très compliqué parce que n'importe qui peut se déclarer faisant de l'hypnose à partir du moment où il a été apprendre à droite, à gauche. Donc, c'est assez compliqué. Il faut surtout regarder finalement quelle est la profession initiale de celui qui s'est formé et où il s'est formé. Souvent, les gens mettent qui sont formés à l'école de Nantes, ou enfin, il y a différentes écoles. Et puis, alors ça, c'est ce qui est en ville, donc avec le risque enfin, c'est pas un risque, c'est aucune prise en charge particulière, y compris par les mutuelles. Et puis autrement, dans certaines structures de traitement de la douleur, dans certains hôpitaux, eh bien, il y a effectivement des acteurs qui proposent la possibilité de thérapeutique par hypnose. Très bien. Alors, encore une question. L'activité physique peut-elle réduire le ressenti de la douleur? Alors, je n'ai pas parlé d'activité physique parce qu'il faudrait probablement qu'on passe une après-midi pour parler de tout ça. L'activité physique, bien évidemment, ça en fait partie. Et on sait maintenant, on sait depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, l'activité physique peut être prescrite. Alors malheureusement, ce n'est pas pris en charge, donc c'est un peu bizarre comme concept en France. Mais on n'empêche qu'on sait aujourd'hui que l'activité physique adaptée, on a la chance dans le département de travailler avec l'association Ciel Bleu qui apporte un bénéfice impressionnant à un nombre de malades. L'activité physique, oui, améliore nombre d'états de santé dans nombre de pathologies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à recommander. Très bien. Alors, activité physique adaptée. Hein. Puis j'ai parlé d'activité physique. Je n'ai pas dit de sport. Je n'ai surtout pas dit de compétition. Très bien. Comment évaluez-vous la douleur d'un patient? Alors, la douleur, elle va être évaluée sur je dirais, un certain nombre de niveaux. Ça peut être évalué dans un premier temps par une annonce d'un chiffre, par un questionnaire. On utilise beaucoup des questionnaires maintenant qui ont été validés. On va évaluer, par exemple, la douleur neuropathique sur, il existe à peu près 2 ou 3 questionnaires qui sont utilisables tous les jours. Mais autrement, vous regardez sur Internet, il existe 20 ou 30 questionnaires sur la douleur neuropathique. Donc, en fait, il faut se limiter. L'important, c'est de voir quel est finalement, en termes de chiffrage, pas pour avoir un chiffre, mais pour avoir une comparaison entre deux périodes différentes, hein, le 1er janvier et puis le 30 janvier. On fait 2 évaluations numériques, hein, on va évaluer sa douleur entre 0 et 10. Après, on va évaluer aussi la répercussion de la douleur sur la vie de tous les jours, hein, que ce soit la vie de loisirs, la vie professionnelle, la vie sexuelle, le moral, le comportement. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui nous permettent
de faire une évaluation intéressante. Et je dirais que c'est… Alors, quand on fait de la recherche, il faut absolument être très scientifique, donc on est obligé d'utiliser des chiffres. Mais pour la vie de tous les jours, je dirais que c'est les activités de la vie de tous les jours qui sont à comparer. Quelqu'un qui, grâce à un traitement, va recommencer à faire de la marche à pied ou de la bicyclette, et puis qui va recommencer à avoir de l'appétit, c'est des éléments importants en termes d'efficacité et de bonne évaluation du traitement mis en place. Donc, c'est vraiment les activités de la vie de tous les jours. Ok. Alors, une autre question un peu particulière, pardon. Est-ce que l'endoxane oral peut provoquer des douleurs de nerfs médians, des douleurs osseuses, des faiblesses musculaires dans les jambes? Appelle-t-on cela de la fibromyalgie? Alors, il y a deux questions, là, si je vous ai bien écouté. C'est est-ce que l'endoxan peut entraîner des douleurs neuropathiques, finalement, dans le nerf médian, vous me dites, donc c'est neuropathique. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Et c'est quelquefois pas toujours facile à traiter, mais on y arrive. Et est-ce que ça peut… Alors, la fibromyalgie, c'est quelque chose de bien particulier, hein. Finalement, c'est assez simple. Le diagnostic de fibromyalgie, c'est un dysfonctionnement du système nerveux. En fait, notre système nerveux qui est chargé de nous donner la sensibilité, eh bien, il transmet des messages qui sont erronés, des mauvais messages, et en fait, on a une hypersensibilité. Et donc, l'hypersensibilité se traduit par des douleurs. Mais il n'y a aucune lésion d'organes. Donc, en fait, dans la fibromyalgie, vous avez beau faire des examens complémentaires, des prises de sang, des imageries, tout est normal. Mais par contre, c'est le fonctionnement du système nerveux qui est défaillant et qui rend compte justement de cette hypersensibilité. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu complètement aux 2 ou 3 questions qu'il y avait dans le… Si, c'est bon. D'accord. Il y a une question. Est-ce que vous devez avoir sûrement des patients qui viennent et qui ont beaucoup de difficultés à s'exprimer sur leur douleur? Comment vous évaluez en fait la douleur sur une personne qui n'arrive pas du tout à l'exprimer en fait? Alors, c'est vrai que c'est difficile, et puis chacun a sa compréhension personnelle. Donc, on diminue la recherche de la douleur par les questionnaires et on va plutôt sur des choses très pratiques de la vie de tous les jours, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, effectivement, si la personne présente des brûlures, elle va nous le dire. Si elle présente des décharges électriques, elle va nous dire. Ça, c'est des choses qui sont ressenties par tout un chacun et qui peuvent être plus faciles à exprimer. Et nous, ça nous donnera des éléments de diagnostic pour la douleur neuropathique, pour la douleur d'atteinte du nerf, pour la douleur d'atteinte de l'organe, et puis eh bien, la répercussion sur la vie de tous les jours, sur l'activité physique, la répercussion sur le sommeil, la répercussion sur l'humeur, sera que des éléments qui nous permettront d'évaluer sans que pour cela la personne exprime de façon, comment je dirais, détaillée comme nos questionnaires le voudraient. Bien. Dans le cas d'une radiopathie, à quoi sont dus les pics électriques qu'on peut ressentir? Est-ce que la cicatrisation peut être douloureuse dans ce cas-là? Alors, les pics que l'on ressent, ces piqûres, ces coups d'aiguille, ces coups de couteau, ces fourmillements, sont dus finalement à l'atteinte, au dysfonctionnement du système nerveux qui a été déclenché soit par la chirurgie, soit par la radiothérapie, soit par la chimiothérapie. Et donc, c'est le dysfonctionnement du système nerveux qui donne ces impressions anormales. Comme je vous disais tout à l'heure, le système nerveux fonctionne de façon anormale parce qu'il a été touché. Et donc, sa façon de répondre, c'est ça. Donc, c'est des brûlures, c'est des décharges électriques, c'est des coups d'aiguille, des picotements, des fourmillements, des mangeaisons. Je n'ai pas parlé de démangeaisons, mais souvent, la démangeaison, c'est un bon signe d'atteinte neuropathique. Donc, tout ça, ça apparaît et ça signe, je dirais, le type de douleur neuropathique. Ok, très bien. Je surveille l'heure, hein, ça va, on est dans les temps encore. Après, du coup, une chimiothérapie, on doit attendre combien de temps pour guérir la douleur neuropathique? Alors, d'abord, après les chimiothérapies, il n'y a pas toujours des douleurs neuropathiques. Quand il y en a, quand elles s'installent, alors ça peut être compliqué et on sait aujourd'hui que plus tôt c'est traité, plus tôt on en arrive à bout.
Donc c'est pour ça qu'actuellement, on répond de façon très très précoce quand nos collègues oncologues ou les médecins généralistes nous sollicitent justement pour des diagnostics de douleurs neuropathiques. Alors, je ne peux pas répondre à combien de temps pour guérir, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que plus tôt c'est traité, plus tôt on essaye de les traiter soit par des médicaments, soit par des patchs, plus on a de résultats. Ok. Et du coup, y a-t-il un nombre maximum d'applications du patch, j'ai peut-être mal le prononcer, Qutenza? Qutenza, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un nombre maximum? On s'est beaucoup posé la question en France pour savoir si on devait s'arrêter au bout de 5, 10, 15. Pour ce qui est en tout cas du centre de traitement de la douleur de Vendée, on a tranché très rapidement et on s'est dit que si une personne qui a eu un cancer et pour qui les patchs de Qutenza réalisés à l'hôpital apportent un bénéfice, eh bien, tant que cela lui apporte un bénéfice et que cela peut lui permettre éventuellement de ne pas prendre de médicaments et que cela peut lui permettre de recommencer une activité professionnelle ou une activité physique quelconque, eh bien, on continue. Et donc, dans la structure que j'anime, eh bien, il n'y a pas de limitation, c'est-à-dire que quand ça peut nous apporter, on pèse le pour et le contre entre la possibilité d'un traitement médicamenteux et l'intérêt d'un patch de Qutenza. Donc, la réponse est, il n'y a pas de limitation. Chaque cas est cas particulier et donc on voit avec la personne qui en bénéficie si on continue, si on s'arrête, si on passe aux médicaments, si ça n'apporte plus rien ou si au contraire ça apporte encore quelque chose. J'ai là en tête une patiente qui avait bénéficié d'un traitement d'un cancer du sein qu'on doit voir depuis une dizaine d'années, que je vois des fois pendant 2 ans, je ne la vois pas. Et puis elle nous appelle en disant je pense que la douleur revient, est-ce qu'on pourrait refaire 2 patchs? Ben, pas de problème, on le refait. Mais cette personne a une activité physique, a une vie, une qualité de vie, et elle n'a aucun traitement médicamenteux par la bouche. Okay. Alors, une question sur encore la radiothérapie. Est-ce qu'elle peut dérégler notre thermostat, par exemple sur le ressenti de la chaleur plus ou moins importante, avec les bouffées de chaleur aussi? Alors, la radiothérapie peut agir effectivement sur le système nerveux et le rendre, là aussi, enfin entraîner un dysfonctionnement. Et donc, si ça entraîne un dysfonctionnement du système nerveux, on sait que dans le système nerveux, il y a la commande de la sensibilité, il y a la commande des muscles, mais il y a aussi la commande du système pileux et du système de sudation. Et donc, effectivement, ça peut avoir un impact sur ce système-là. Donc, la réponse est oui, ça peut avoir un impact. Ok. Peut-être on va rentrer dans les dernières questions. Vous avez parlé tout à l'heure de votre pompe. Est-ce qu'on peut faire des activités physiques adaptées avec, par exemple prendre des bains de mer, ce genre de choses? Complètement. L'intérêt justement de la pompe, c'est que ça permet une qualité de vie qui est complètement différente d'un branchement, par exemple, sur un site implanté. Un branchement sur un site implanté à travers la peau, on peut se brancher de temps en temps ou continuellement. Il y a toujours le risque d'avoir un problème infectieux. Là, tout est implanté sous la peau et donc vous pouvez aller vous baigner, vous pouvez aller à la plage, prendre une douche. Alors, en termes d'activité physique, je vous demanderai de ne pas faire de saut en parachute ou d'alpinisme, mais effectivement, vous pouvez faire du jogging, vous pouvez faire des choses qui sont, je dirais, plus calmes et moins traumatisantes. Je vois. Une dernière question. En tant que médecin, quel est le positionnement en fait, des médecins de manière générale sur le recours aux coupeurs de feu pour soulager la douleur? Alors moi, ça m'arrive souvent d'avoir des patients qui m'en parlent et je leur dis, bah, écoutez, si ça fonctionne mieux que le médicament que je vous ai proposé, arrêtez le médicament et puis l'objectif est atteint si vous êtes bien. Donc, j'ai pas d'avis contraire, mais scientifiquement, je n'ai pas d'explication, donc je ne peux pas émettre un avis particulier, si ce n'est de me réjouir que ça a été bénéfique, quand ça l'a été.
Mais très bien. Ok. Eh ben, on vous remercie pour toutes ces questions. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à l'intégralité. On vous invite à nous envoyer vos questions par mail et on essaiera d'y répondre. Vous pouvez nous contacter via l'adresse messagerie marinehenry@liguecancer.net. Et je vais inviter le docteur Mouine Joma à conclure sur cette webconférence. Merci Marine, merci Yves-Marie pour cette intervention très claire. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Effectivement, on n'a pas pu répondre à plusieurs d'entre elles. Je te remercie, on ne va pas te retarder parce que je sais que tu dois partir et tu es très pris. Je vous rappelle que cette webconférence est enregistrée, donc vous pourrez y revenir éventuellement. Pourquoi pas ressolliciter le docteur Puchon sur une autre intervention à un autre moment, peut-être pour des questions ou des réponses à des questions, si vous le souhaitez. On pourra mettre ça au point ensemble. Voilà. Concernant, j'ai vu la question sur le tamoxifène, je demanderai à la personne qui l'a posée éventuellement de se rapprocher de son oncologue parce que lorsque les effets secondaires des anti-hormonaux dans le cadre du cancer du sein sont très invalidants et on peut être amené à les changer pour en donner un autre. Donc, rapprochez-vous de votre médecin oncologue si vraiment c'est trop pénible. Sinon, les effets secondaires sont traités par les médicaments a priori. Merci Yves-Marie. Je repasse la parole à Marine. Merci et puis bonne soirée à toi Yves-Marie. Merci. Merci.